Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Capitole, bienvenue à la Cinémathèque Suisse. Merci beaucoup d'être là pour cette avant-première de Feu de Pauline Jean-Bourquin. Ce soir, il s'agit d'une soirée, oui, d'une avant-première, mais également d'une combinaison un peu spéciale puisque c'est une avant-première qui s'insère dans un de nos programmes de médiation culturelle qui s'appelle Le Pass Culture fait son cinéma. Ce soir, pour vous en dire plus et pour un peu vous accompagner pendant cette soirée, la médiatrice du Centre d'études cinématographiques de l'UNI est là, et puis je l'appelle sur scène, Chloé Hoffmann. Merci Jordana. Alors, j'espère que tu as aimé cette intro. C'était une très bonne intro, je te remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Je me joins à Jordana pour vous remercier pour votre présence. Peut-être juste deux mots, je ne vais pas faire trop long, mais sur ce Pass Culture fait son cinéma, qui est une initiative qui a été lancée par la DGEP, la Direction Générale de l'Enseignement Post-Obligatoire, en partenariat avec différentes institutions culturelles, dont la Cinémathèque Suisse et le CEC de l'UNIL pour lequel je travaille, et qui propose à des jeunes en formation d'accéder à des événements culturels, enfin de pouvoir venir au cinéma, au théâtre, voir des pièces des spectacles de danse par exemple, à un tarif préférentiel. Et donc il y a un programme de 8 séances qui est fait par le CEC et 2 enseignants aussi, enfin enseignants et enseignantes du gymnase et Jordana Lang. Donc voilà, c'est une collaboration entre ces 3 institutions. Et donc, il y a peut-être dans la salle ce soir quelques jeunes en formation qu'on salue. C'est aussi un programme, enfin habituellement, c'est un format durant lequel il y a une présentation qui est faite au début du film et puis la projection est suivie d'un débat. Alors ce soir, on s'est dit qu'on allait skipper la présentation pour privilégier les échanges à la fin de la projection. Et donc je propose, sans plus attendre, d'accueillir Pauline Jean-Bourquin qui est là ce soir et qui va juste nous dire quelques mots sur le film avant la projection. Alors bonsoir Pauline, c'est donc une avant-première. Le film sort en salle aujourd'hui. Toi, tu as déjà présenté le film ailleurs. C'est à Sainte-Croix, je crois. Oui, c'est la première grande avant-première, on va dire. Mais je suis hyper contente d'être ici, dans cette salle qui est incroyable, qui a toujours été incroyable, mais maintenant qu'elle est rénovée encore plus. Merci beaucoup à la Cinémathèque d'avoir invité mon film ici. Je suis hyper contente que vous soyez toutes et tous là. J'ai beaucoup de proches et d'amis dans la salle, donc ça me touche beaucoup. Et j'aimerais encore remercier mon équipe qui n'est malheureusement quasiment pas là, mais il y a quand même Yatoni Roy-Cantou qui a fait la musique, que vous pouvez applaudir quelque part. Et il y a aussi Théodora Mantonnet qui a fait le son du film, que vous pouvez aussi applaudir. Et je remercie aussi la production Close Up Film, la distribution Outside the Box pour avoir permis tout ça. Et voilà, et je suis hyper contente et je crois que j'ai pas grand-chose à dire sur le film, juste laissez-vous porter par le film. C'est un film d'été pendant ce mois de novembre, donc j'espère que ça vous plaira. Nous, on se retrouve après la projection pour un échange, donc restez avec nous et bon film. Alors, Pauline, vous disiez qu'il y avait beaucoup de gens qui vous connaissaient dans la salle ce soir, mais peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas Pauline, juste quelques mots. C'est votre premier long métrage, Feu est votre premier long métrage. Il a été présenté à Vision du Réel. Avant ça, vous aviez réalisé un film qui s'appelle Crépuscule sur la dépression, sauf erreur, qui avait gagné le prix du meilleur court-métrage au NIF, au Neuchâtel International Fantastique. Neuchâtel Fantastic Film Festival, quelque chose comme ça, exactement. Vous avez fait des études à l'ECAL de réalisatrice. Et peut-être on peut revenir sur la jeunesse du film. Il y a un point de départ qui est le secret ou le don de Juliette, en tout cas qui est Coupe-feu. Quel est votre rapport au secret ? Enfin, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressait ? Et puis comment est-ce que vous avez rencontré Juliette ? Déjà merci d'être là et d'être resté pour la conversation.
Alors déjà, ce film, il faut savoir que c'est un peu un phénix. Il est né de ses cendres. C'est un film que j'ai commencé il y a plus de 5 ans. Parce que j'avais envie de parler du secret, de cette tradition du secret. Moi, je viens du Jura, donc c'est quelque chose qui est assez connu dans ma région. Et puis, en fait, en arrivant à l'école, c'était un peu moins connu des gens qui étaient autour de moi, qui se disaient mais comment ça fonctionne, pourquoi ça, enfin, est-ce que ça fonctionne vraiment. Enfin voilà, ça crée toujours un peu des débats. Et moi, ça m'a toujours intéressé de savoir si ça fonctionnait ou pas. Après, sur moi, j'ai déjà essayé plusieurs fois et ça a fonctionné. Mais je crois que ce qui m'intéressait vraiment, c'était plutôt de se dire, c'est qui ces personnes qui donnent de leur temps gratuitement pour aider les autres. Et du coup, je me suis dit, peut-être ça serait bien de raconter le quotidien de ces personnes pour montrer que c'est aussi monsieur, madame, tout le monde. Et c'est pas des personnes dans des grottes qui font ça. Et du coup, l'idée m'est venue de me dire c'est qui la nouvelle génération, et j'ai cherché un faiseur de secrets qui allait donner son don à une de ses petites filles, et j'ai commencé en fait à filmer une fille qui avait 15 ans et qui allait recevoir le don, et je l'ai filmée ponctuellement pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'elle me dise que finalement elle ne veut pas utiliser son don, et que en tout cas pas pour les 10 prochaines années. Donc voilà, j'allais pas attendre 10 ans. Et j'ai décidé d'arrêter ce film-là. Et je ne savais pas si j'allais tout arrêter ou si j'allais continuer. Et j'ai pris des vacances. Et pendant que j'étais en vacances, j'ai scrollé sur TikTok. Normalement, je prends des heures à faire ça et ça ne sert à rien. Et là, pour une fois, je suis tombée sur le TikTok de Juliette. Et j'avais jamais vu ça sur TikTok. Elle parlait en fait du fait qu'elle avait ce don de coupeuse de feu qu'elle avait hérité de sa grand-mère. Et j'étais assez intriguée et je lui ai écrit. Et en regardant aussi toutes ces autres vidéos, je me disais qu'elle a vraiment un truc assez cinégénique et aussi une manière d'en parler qui était assez accessible. Donc voilà, on s'est rencontrés et j'ai eu un peu un coup de foudre pour cette personne. Et j'ai réfléchi pendant quelques mois et puis après on a tourné le film assez rapidement en fait. Et ça a été facile de la convaincre de participer au film ? Oui, franchement, au début elle pensait que j'étais pas vraie. Enfin, quand elle a reçu mon mail, elle s'est dit c'est un fake ou je sais pas. Et puis après, j'ai rencontré sa maman qui m'a fait un petit interrogatoire de 1 heure pour être sûre que j'étais pas une folle qui voulait faire je sais pas quoi. Et je crois que j'ai passé le test. Et du coup, après j'ai passé 3-4 jours avec elle à passer du temps. On a fait des pique-niques au bord de la plage, on a fait la fête foraine. Je me suis souvenu que je n'avais plus 18 ans et que ça me fait plus mal à la tête qu'avant. Et voilà, et puis du coup, on a créé ce lien et puis on a décidé parce qu'elle m'a parlé du fait qu'elle avait ce camp scout pendant l'été et je me disais, mais c'est quoi de mieux de raconter un quotidien que l'été et traverser l'été avec elle. Et voilà, et en fait, surtout c'est 7 autres scouts qui sont là aussi et qui en miroir avec elle, qui racontent aussi d'autres manières d'envisager la croyance et ces choses-là. Parce que ça, c'était une évidence de la suivre au camp scout, parce qu'il y a un peu un glissement dans le film. On commence, on est vraiment centré sur elle et sur sa pratique. Et puis tout à coup, on part comme ça. Et donc on change. Enfin, il y a presque 2 films dans un film. Et pour vous, c'était absolument évident de construire cette narration-là ? Je pense en fait, au début, je savais pas trop. Je savais juste qu'elle m'intéressait, elle, et que j'avais envie de la filmer. Et après, elle m'a parlé de son camp, qu'elle allait avoir lieu ces 2 semaines pendant l'été. Et je me suis dit, bon, en fait, c'est l'été post-maturité, avant l'université. C'est un été des 18 ans qui est assez... moi, en tout cas, mon été des 18 ans a été assez marquant. Et je me disais, c'est vraiment l'été où tu grandis, où tu deviens adulte. Et j'avais envie de raconter cet été-là. Donc oui, il y a le avant, où en fait j'avais besoin aussi pour poser les bases un peu du personnage, de qui c'est, avant de partir avec eux, quoi. Et puis il y a une forme de dualité du coup chez Juliette. C'est un personnage qui est tout à fait ordinaire avec un don extraordinaire. Et ça se ressent aussi. Le film pose ces 2 versants, il me semble. Et vous étiez une petite équipe, une grande équipe. Vous avez pu tout filmer parce que vous êtes vraiment en immersion en fait. Enfin, je me demandais comment s'était passé le tournage et puis si vous aviez réussi à vous faire oublier.
Oui, on était 3 sur le tournage. Donc il y avait Théodora, qui est ici, je le redis, et puis Augustin Losserand qui a fait l'image du film. Et quand on était au camp, on était vraiment en immersion totale parce qu'on dormait sur place dans une petite maison à côté du monastère. On avait une croix au-dessus de notre lit. Et puis ouais, du coup c'était assez chouette de bosser tous les 3 parce que tous les soirs on pouvait rediscuter un petit peu de la journée, de qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné, qu'est-ce qu'on allait chercher. Donc voilà, on a vraiment réfléchi au film ensemble. Donc vu qu'on faisait un peu partie du camp d'une certaine manière, je pense qu'ils ont réussi à nous oublier au bout d'un moment. Et dans quelle mesure vous alimentez les discussions? On les voit beaucoup discuter entre eux le soir. Est-ce que vous les lanciez sur un sujet? Voilà, je me demandais si vous aviez beaucoup orienté les discussions, puis quelle était aussi la part de mise en scène du film. C'est une bonne question. Je pense ce qui nous a pas mal aidé, c'est que les scouts, ils avaient un programme un peu bien organisé pour leurs 2 semaines. Puis ils savaient qu'il y avait des moments qui étaient des moments de débat. Il y avait des moments, tous les soirs, en fait, il y en a un qui devait organiser un jeu. Donc toutes ces choses-là, elles étaient inscrites dans le programme. Et moi, je demandais un peu à l'avance ce qui allait être fait. Et puis je regardais si ça pouvait m'intéresser ou pas et comment je pouvais m'arranger pour que ça entre un peu dans une narration aussi du film. Et je dirais qu'il y a un peu 3 catégories de scènes. Tu as des scènes qui sont très poétiques, qui sont totalement inspirées de ce que Juliette fait pour de vrai, mais qui sont un peu plus mises en scène pour que ce soit joli et que ce soit tourné au beau moment, tout ça. Par exemple, toute celle filmée au crépuscule, avec ses rituels. Ouais, c'est surtout. à celle-ci que tu penses? Ouais, c'est ça, ou dans l'eau, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis il y a les scènes de discussion où là, ils s'installent, ils discutent. Peut-être que je lance une première question. Puis après c'est authentique, quoi. C'est eux qui parlent et voilà. Mais vu que je tourne pendant 2 heures, il y a peut-être les 30 premières minutes qui servent à rien. Et puis c'est après que eux ils nous ont oubliés. Puis c'est là que la magie opère un peu. Et le 3e type de scène? Et le 3e, tac, tac, tac. Oui, la 3e, c'est la captation pure. C'est les moments vraiment de vie, comme la fête foraine, le plongeon. Voilà, ces scènes qui sont vraiment juste des élans, des moments de vie, quoi. Et donc, je suis passée au-dessus, mais tu as fait le choix de ne pas faire un documentaire avec des entretiens face caméra. Pourquoi ce choix-là? Je crois que j'aime pas trop ça. Je sais pas, en fait, j'avais toujours vu des documentaires face caméra et une fois j'avais vu, je crois qu'il y a un film de Blaise Harrison, il me semble, qui était pas du tout comme ça et j'ai été assez hallucinée qu'on pouvait faire des documentaires comme ça, qui sont un petit peu hybrides et où on puisse vraiment insuffler aussi de la mise en scène tout en restant dans un côté authentique des personnes qu'on filme et je trouve ça trop intéressant à faire. Et tu parlais de l'image tout à l'heure, elle est très très belle, elle est très travaillée. C'était une consigne que tu as donnée au chef opérateur. Enfin, comment vous avez travaillé cette image? Je connais bien Augustin et je sais qu'il fait des super belles images. Donc quand je me suis dit, ok, je fais un film d'été, une immersion, je voulais que ce soit Augustin. Et c'est pas vraiment une consigne. Augustin fait des belles images automatiquement. Et du coup, je pense qu'on a aussi, on s'est arrangé aussi pour le tournage de filmer dans les bons moments pour la lumière, plutôt en matinée ou en fin de journée. Et puis du coup, à midi ou en pleine nuit, parce qu'on n'avait pas forcément de lumière, on laissait les scouts faire leur vie, ce qui faisait que ça donnait un bon équilibre entre les moments où nous on était là et les moments où ils pouvaient être seuls. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle pour Pauline Jean-Bourquin? Je vous vois pas bien, mais oui. Bonsoir. D'abord, félicitations pour votre premier long métrage et merci. Il y a tous ces inserts qui viennent de son compte TikTok, donc je comprends en fait que c'est des vidéos qu'elle a véritablement postées sur son compte, qui peuvent s'adresser aussi à nous. Donc, je me posais la question, dans quelle mesure est-ce que c'était une préoccupation pour vous, le scepticisme potentiel des spectateuristes ou au contraire l'adhésion aux propos de Juliette? Du film en général ou des TikTok de Juliette? Ouais, des vidéos, mais de manière plus générale de sa pratique.
Oui, je pense que, évidemment, je sais qu'il y a des gens qui croient pas du tout, et il y a des gens qui y croient. Je crois que ce qui m'intéressait, c'était plutôt de se dire, cette personne existe, ses croyances existent, et j'ai envie de les montrer telles quelles, sans poser de jugement dessus. Et c'est aussi pour ça que j'ai donné aussi la parole à d'autres personnes du camp, comme Noé, celui qui est plus cartésien, pour en fait donner un équilibre là au milieu. Mais l'idée, c'est pas de juger, c'est juste de montrer que ces personnes sont là et elles existent, et qu'il y a des personnes qui font, mais il y a beaucoup de personnes qui demandent aussi. Donc c'est un peu ça. Et ouais. Mais au montage, pardon, vous retenez surtout en fait tout ce qui est positif dans les commentaires qui sont faits à Juliette. Est-ce que c'est parce qu'elle a que des réactions positives, ou est-ce que c'était une manière aussi de légitimer sa pratique? C'est une bonne question, mais je pense qu'il y a un truc d'algorithme. À mon avis, il y a très peu de messages négatifs, mais peut-être parce que les gens qui n'y croient pas tombent pas sur ça sur TikTok. Avec l'algorithme, t'es vite mis dans un endroit ou dans un autre. Et ouais, du coup, il n'y en avait pas vraiment. Donc elle subit pas du tout. Non, ça va, pas trop. Il y a une ou deux personnes qui disent t'es une sorcière, des trucs comme ça, mais vraiment très peu, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Bonsoir. Alors, il paraît que le taux de je ne sais pas quelle monnaie est à tel niveau. Ça n'a strictement rien à voir avec le film, mais ça rejoint quand même la question de la croyance. C'est-à-dire, dans beaucoup de domaines, chacun de nous n'est pas spécialiste, et pourtant il y croit, ou il lit ça dans les journaux, etc. Est-ce que vous envisagez un autre film, non pas sur une thématique particulière, mais sur, je dirais, le mode aujourd'hui, compte tenu des différents canaux de connaissances, que ce soit les journaux ou en ligne, etc., sur comment les gens se font une opinion, et qu'est-ce qui fait que certaines opinions deviennent acceptées, vous disiez légitimées, et d'autres non. Enfin, ma sensation, c'est que c'est vraiment une question clé, indépendamment du côté religieux, secret ou autre théorie de l'économie ou autre. Vous voyez ? J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose d'important. Est-ce que vous envisagez de continuer à creuser cette question de à quoi on croit et pourquoi, au sens large ? J'avais jamais pensé à ça comme ça, mais je sais pas si je vais faire encore un autre film dans cette direction-là. Je crois que c'est un peu... J'ai l'impression que les films, ils me tombent un peu dessus, et c'est après que je comprends pourquoi je les fais. Mais sur le moment, je suis pas sûre de vraiment comprendre pourquoi. Donc si ça se trouve, le prochain film que je fais, ça parlera de ça, mais que je vais le comprendre que très tard dans le processus. Mais voilà. Donc pas de film en préparation en ce moment ou... J'ai des embryons de projets, mais rien de très concret pour l'instant. Est-ce qu'il y a une autre question pour Pauline Jean-Bourquin? Peut-être sur la musique, vous disiez que le compositeur était dans la salle, c'est ça? Là-bas. Il est juste là. Il se cache. Il se cache. Qu'est-ce que vous avez cherché à créer avec cette musique qui est à la fois très douce, très mystérieuse? Je sais pas si Tony, tu veux répondre? Quoi, pardon? Qu'est-ce qu'on a cherché avec la musique? La musique. Non. Non, mais elle est très présente. Enfin, comment est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que vous l'avez composée avant, une fois que vous avez vu les images? On l'a fait pendant... En fait, c'était presque à la moitié fin du montage où j'ai commencé à me réveiller, à me dire qu'il fallait que qu'on fasse la musique. Et du coup, j'ai écrit à Yatoni, qui est un ami de l'école. En fait, on a fait l'école ensemble. Et c'était pas évident parce que je suis vraiment pas très douée en musique et je sais pas comment en parler. Et du coup, on a essayé un peu de travailler à distance. J'arrivais pas à dire ce que je voulais. Donc finalement, on a travaillé ensemble. Donc on a fait plusieurs soirées à réfléchir un peu à ça ensemble. Et c'était trouver un équilibre pour pas que ce soit trop niais. On a essayé quelques fois des choses et ça tombait trop vite un peu dans ce truc-là. Et je sais pas, au bout d'un moment, on a enlevé des couches et puis
tout à coup c'était là. Il y a eu des éclairs de génie comme ça à minuit, à mardi soir, et puis finalement on a trouvé la musique, quoi. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, on voit, vous filmez beaucoup les mains aussi de Juliette, et puis ça se termine sur cet apprentissage de son nouveau métier. Mais vous n'osez pas tout à fait faire un lien entre sa pratique de faiseuse de secrets et celle de sage-femme. Est-ce que c'était voulu de ne pas faire vraiment ce lien-là? Le lien entre quoi et quoi, pardon? Entre elle, Ouais. le fait qu'elle a le secret, et puis ce nouveau métier qu'elle apprend. Je pense que le lien, il est un peu implicite, dans le sens où c'est les mêmes mains qui guérissent, qui s'occupent de, voilà, des enfants, enfin, de la grossesse. Et je sais pas, je pense qu'il y a quand même un lien. Et puis, par le passé, on appelait les sages-femmes les sorcières. Donc, je pense qu'il y a aussi un truc automatiquement un peu là-dedans, quoi. Et la figure de la sorcière, c'était une figure qui vous fascinait avant de rencontrer Juliette, ou pas tellement? Ça m'a toujours un peu fascinée, mais je n'avais pas prévu de parler de ça au départ. Puis c'est quand je l'ai rencontré qu'après, il y a un peu tout qui s'est créé. Puis je trouvais assez, je sais pas, un peu marrant de mettre une sorcière dans une église. Est-ce qu'il y a encore une question? Bonsoir. Donc c'est une petite question technique plutôt par rapport au tournage. Je me demandais typiquement les scènes à l'université ou pendant ses stages, comment ça s'était passé pour filmer les scènes, parce que vu que c'est documentaire, je me demandais comment ça s'était passé avec plutôt les élèves autour ou le campus, enfin juste comment vous avez géré cette situation pour pas qu'il y ait typiquement des regards dans la caméra ou que ça soit un peu surjoué ou voilà, c'est tout. Pardon. Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que toutes les scènes où il y avait d'autres gens, il faut se faire un peu plus petit. Dans le campus, je sais pas, ça allait assez facilement. On avait fait des demandes d'autorisation au départ, et puis ils étaient un peu tous au courant. Donc voilà, ils trouvaient juste ça un peu marrant d'avoir un film dans la salle. Après, c'est vrai qu'il y avait d'autres scènes, comme les feux d'artifice. C'était le 14 juillet, et puis ça va quand il est 18h, mais ça va un peu moins quand il est 22h et que tout le monde est bourré. Et du coup, il y a tout le monde qui venait devant la caméra, à vouloir mettre son Insta devant. Enfin, il devenait presque un peu agressif. Donc là, il fallait qu'on se sauve, quoi. Donc voilà, quand les gens sont sobres, tout va bien. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Oui. Enfin, ou dernière ou pas dernière, d'ailleurs. Bonsoir. Je rebondis un peu sur l'idée des croyances. À quel moment vous avez pensé que c'était nécessaire de rajouter la question de la cartomancie dans le film? Parce qu'en fait, pour être très raccord avec ce qu'elle est vraiment et vouloir la montrer telle qu'elle est, mais est-ce que vraiment ça apporte une plus-value au film parce qu'on est d'accord aujourd'hui sur le secret, même si on n'y croit pas, tout le monde sait que les hôpitaux le font, enfin il y a une espèce de consensus, donc même si c'est irrationnel, on accepte cette irrationalité. Et puis là, on bascule dans quelque chose, un autre niveau de l'ésotérisme, voilà. Et puis là, on peut peut-être perdre une partie des... Voilà. Est-ce que c'était une nécessité pour vous, ou est-ce que peut-être vous le regrettez au final d'avoir peut-être basculé là-dedans et d'avoir rajouté ce qui finalement, oui, ça apporte un regard sur elle, mais ça n'apporte pas forcément plus sur l'idée du feu, et enfin voilà. C'est une bonne question, mais je pense que j'ai surtout voulu raconter Juliette dans son entièreté. Et Juliette, du coup, elle est coupeuse de feu, mais elle a aussi sa spiritualité autour. Et c'est ça que je trouve intéressant. Puis voilà, elle avait 17 ans et je pense qu'elle cherche. Et puis je trouve ça assez intéressant aussi de voir qu'elle est au balbutiement un peu de cette pratique du tarot. Et ce que j'aimais bien, c'est que c'était un peu les seules scènes où les seuls moments où en fait elle avait un lien un peu privilégié avec ses amis,
où il y avait un peu une parole qui pouvait se délier, et où par exemple Robin, la scène où elle lui tire les cartes, où en fait il y a quelque chose un peu de sa sensibilité qui émerge, où peut-être dans le groupe c'est un peu plus, on dit pas trop de ses émotions et tout ça. Et c'était dans ces scènes-là, ça me permettait aussi de faire apparaître Juliette en miroir des autres et de l'empathie et ces choses-là. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Sur la scène avec la grand-mère qui est à la fois assez tendre et en même temps on sent qu'il y a une différence peut-être générationnelle de perception par rapport à ce secret entre ce qu'on montre pas. La grand-mère est un petit peu sceptique par rapport à la volonté de Juliette de révéler et puis de mettre ce secret au service des gens. Pourquoi est-ce que vous avez gardé précisément ce passage-là ? J'imagine que vous avez dû tourner bien plus longtemps. Oui, la scène de la grand-mère, c'était une scène compliquée. Dès le début du montage, j'ai dit à Malena, qui était la monteuse, j'ai dit cette scène, je pense qu'on va la monter 40 fois. Et c'est ce qu'on a fait. On l'a montée tellement de fois. Parce qu'en fait, on a tourné, je pense, 2 heures. Et on est passé par tous les sujets. Enfin, tout était super intéressant. Mais tu dois choisir un moment, un sujet, et pas partir dans tous les sens. Et finalement, je pense que c'était le moment où on avait besoin de cette information-là et de ce moment-là, et de montrer aussi la différence entre quelqu'un qui est plus âgé et qui avait plus l'habitude de faire ça un peu dans son coin, et Juliette qui le montre à ses 50 000 abonnés. Donc, et j'aime beaucoup ce plan sur la grand-mère où en fait tu vois qu'elle n'est pas très motivée que sa petite fille fasse ça, mais bon, elle n'a pas le choix parce que voilà. C'est comme ça. Oui, puis elle valide quand même. On sent qu'il y a une forme de validation. Ouais. Oui, je pense qu'elle valide qu'elle fasse, mais qu'il faut qu'elle y aille mollo, quoi. En même temps, on a vu après le nombre de mails qu'elle reçoit, donc je comprends la grand-mère. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle ? Oui. Bonsoir tout le monde. Alors moi, c'est pas une question, j'ai juste envie de dire merci parce que ce film m'a beaucoup touchée et je pense qu'on a besoin en fait d'avoir des témoignages comme ça qui montrent que on peut avoir des dons, comme certains l'appellent, et avoir une vie tout à fait normale et faire la fête, comme on le voit aussi dans ce film, ou bien avoir d'autres activités, être tout à fait socialement normal, encore entre guillemets. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir montré. Je trouve que ce film, il est très pur, il donne une impression d'être vraiment très proche de ce que c'est en réalité. Et ça m'a beaucoup touchée, donc merci beaucoup à toi et puis à Juliette aussi de s'être dévoilée. Voilà. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Peut-être qu'on finit sur cette touche-là, ouais. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir assisté à cette séance. Merci à Jordana Lang et à la Cinémathèque pour l'accueil et à Pauline Jean-Bourquin pour cette discussion. Merci à toi. Merci. Merci.